Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 79e épisode du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui pour une deuxième fois Sébastien Berroir au podcast, copropriétaire, chroniqueur du site référence de baseball, selon moi, au Québec, passionmlb.com. Sébastien, ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Ça va très bien. Sébastien, je te remercie beaucoup pour ta participation au temps d'arrêt. La saison est commencée depuis plus d'un mois. Donc, je trouvais ça intéressant de faire une petite retour sur le début de la saison, une petite mise à jour sur l'actualité depuis le commencement là, à la fin mars. Aussi mettre la lumière sur les bonnes prestations de certains joueurs, certaines équipes et d'autres qui en arrachent un petit peu plus. Donc, ça va être le plan pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, Quand même mentionner aux gens que cette année, Sébastien, avec Passion MLB, vous avez lancé un podcast sur l'univers justement de la MLB. Juste en commençant, là, parle-moi un petit peu de votre travail que vous faites. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'écouter, c'est vraiment excellent et c'est vraiment, comme j'ai mentionné au début de l'épisode, pour moi, une référence. Donc, parle-moi un petit peu de votre expérience jusqu'à maintenant. Ben, premièrement, merci pour les bons mots. C'est super Ça fait apprécié. plaisir. Ben, c'est ça, on a relancé le projet du podcast parce que par le passé, Passion MLB avait son podcast sous une autre forme OK. avec d'autres gens. Par la suite, il y a eu l'émission à la radio au Ouais. 91.9 qui est maintenant BPM. L'an dernier, malheureusement, le projet a été mis sur la glace, mais là, on revient avec le projet de podcast. Chaque semaine, le jeudi à 20 h, on est en live. Puis par la suite, on peut réécouter l'épisode sur toutes les plateformes de podcast. Donc, c'est un peu ça le projet qui a été lancé au tout début de la saison. Et je pense que ça fonctionne bien. L'univers du baseball est tellement large, il se passe tellement de Mm. choses dans une seule semaine. Donc, vous avez constamment des nouveaux sujets, du contenu. On va gratter un petit peu plus l'ensemble de la chose, là. Certains sujets qui retiennent mon attention quand même depuis le début de l'année, puis je voudrais avoir ton opinion là-dessus. On commence avec, là, je te prends un petit peu de cours, là, j'ai rajouté une petite section dans notre bloc, mais je voulais parler de la blessure des blessures des lanceurs vedettes. Hein, vous en avez parlé au podcast aussi. En ce moment, on a plus l'impression qu'il y a plus d'as lanceurs blessés que d'autres en santé. On peut mentionner des Spencer Strider, Shane Bieber, Justin Verlander, Merrill Kelly qui se sont blessés depuis le début de l'année, qui rejoignent les Garrett Cole, Jacob DeGrom, Shane McClanahan, Shohei Ohtani en tant que lanceur. J'en passe. Là. La liste est longue. Qu'est-ce qui fait que cette année, est-ce que c'est la malchance, la vélocité des lancers? Qu'est-ce qui fait qu'on perd tant d'as lanceurs? Parce qu'en bout de ligne, ça affecte le spectacle en entier. Là. Oui, exactement. C'est dommage pour les fans parce que tu en as nommé plusieurs, mais on aurait pu continuer la liste Oui, encore et encore. Il y en a tellement. Puis c'est une multitude de facteurs qui fait qu'on en a autant de lanceurs sur la liste des blessés. Oui, c'est sûr que la vélocité, ça a certainement un impact sur toutes ces blessures-là. Tu sais, dès un jeune âge au secondaire, la première chose qu'on regarde, c'est à quelle la vitesse la vitesse. balle Ouais. rapide va. Donc, c'est sûr qu'à long terme, c'est très difficile pour le bras de survivre à toutes ces années-là. On va avoir un Tommy John, un deuxième Tommy John, puis parfois même un troisième Tommy John. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Il y a aussi le cadran. Dans les dernières Ouais. années, on a ajouté le cadran au règlement. Donc, ça met encore une pression qui est encore plus grande sur les bras des lanceurs. Tu sais, souvent, on pouvait prendre une petite pause Ouais. si on avait Ouais. fait des lancers avec une plus grande vélocité. Là, c'est plus le cas. On doit se remettre sur la plaque au monticule, puis on doit lancer. Donc, ça met une autre pression. Fait que c'est une multitude de facteurs. Il y a pas vraiment on peut pas cibler une chose Un en élément, ouais. particulier. Ouais, c'est ça. Mais en général, tout ça fait que les lanceurs sont sur la liste des blessés. On veut accélérer le rythme des Ouais. parties avec raison. Mhm. Malheureusement, en ce moment, c'est au détriment de la santé des lanceurs. On va espérer que la chose se stabilise pour eux et que les as lanceurs reviennent au jeu le plus rapidement possible. Faudrait peut-être Un trouver autre, un petit équilibre, là, tu sais, peut-être avec le absolument. cadran, c'est assez rapide, là, je te dirais. Un autre sujet qui a fait défiler les manchettes dernièrement, ce sont les faibles assistances à certains endroits. Là. On n'a qu'à penser, entre autres, à Miami, évidemment, au Clun, là, on est dans le déménagement vers Sacramento. Euh,
Mais Miami, on a vu cette semaine là, moins de 6 000 personnes qui étaient sur place. C'est constamment dans ces chiffres-là. Tampa Bay, c'est la même chose. Donc, les assistances, mais aussi la gestion du dossier du déménagement là, des Aces à Sacramento, qui vont être là de 2025 à 2027. Ils vont garder le même nom des Aces d'Oakland, là, à moins que ce soit changé pour ensuite déménager à Las Vegas. Donc, tout n'est pas au beau fixe là, dans le baseball majeur. Il y a des dossiers qui sont chauds, qui semblent un petit peu une patate chaude là, pour les commissaires. Hein. Oui, exactement. Le sport en général va très bien. Ouais. On sent une progression autant chez les jeunes que tu sais, les gens qui suivent le sport, mais à certains endroits, c'est très difficile. Tu les as mentionnés. Miami, bien, tu sais, le produit qu'on met sur le terrain est, je dirais, exécrable. On Ouais. est une des pires équipes du baseball Il était majeur. On vient vendeur très vite aussi. Là. oui, très, très vite. On vient d'échanger notre meilleur joueur qui était champion frappeur, Luis Arraez. Donc, ça va être encore plus difficile sur le terrain. Donc, ça donne pas le goût aux partisans d'aller dans le stade, aller voir ce spectacle, même si l'autre formation est quand même plaisante à voir, mais on n'a pas vraiment le spectacle, on n'a pas de match. Puis, ça nous rappelle les dernières années des expos, malheureusement. Puis dans le cas du dossier des Aces, selon toi, est-ce comment tu penses que ça aurait pu être géré? Parce qu'on n'avait pas le choix de quitter. Là, on fait une espèce de période de transition. Est-ce que tu penses que les gens de Sacramento vont embarquer, n'ayant pas vraiment d'identité, sachant qu'on est un plan de remplacement? Est-ce qu'on aurait pu rester à Oakland jusqu'au déménagement jusqu'en 2028? Ça semble assez épineux, là, tout ça. Ben, ça aurait été difficile de rester avec le bail qui venait à échéance, Ouais, ok, ouais, avec ouais. les tractations entre la ville et l'équipe. Donc, il fallait bouger, il fallait trouver un endroit, puis il fallait rester dans la région pour garder les revenus des droits de télévision qui sont très importants au baseball. Ouais. Donc, on aurait pu aller à un autre endroit où est-ce que ça aurait été plus viable. Mais on a trouvé Sacramento. Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? C'est la grande question. Par contre, ça ne peut pas être pire que ce qui se passe Non. à Oakland présentement. Donc, tu sais, dans un plus petit stade, une ambiance plus intime, une formation qui va probablement progresser. Tu sais, on Oui, voit déjà absolument. des belles choses cette saison dans ce début de campagne. Donc, c'est ça, comme je le disais, ça ne pourra pas être pire. Puis par la suite, bien, on va passer au prochain niveau, la prochaine étape. Ce qu'on vous propose pour le restant de l'émission, c'est plusieurs palmarès, là, plusieurs top 5 avec des sujets différents pour vous présenter certains joueurs, certaines équipes qui se démarquent. Souvent, tu le sais, Sébastien, là, surtout avec la, la génération un petit peu plus jeune, les jeunes s'identifient plus à des joueurs qu'à des équipes. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai dans pas mal tous les sports. Oui. Donc, au lieu d'y aller équipe par équipe, on va parler des joueurs qui sont les plus dominants. Certains joueurs aussi qui ont été des révélations cette année, des joueurs qu'on attendait un petit peu moins, et des joueurs vedettes aussi qui déçoivent. Donc, ça va nous donner une idée aussi des joueurs qui sont à surveiller, de ceux qui se démarquent particulièrement. Commençons avec les joueurs les plus dominants. Hein, je pense qu'on n'a pas le choix de mentionner le nom de Shohei Ohtani avec les Dodgers. Non, il ne lance pas. On a parlé tantôt au début de l'épisode. Il ne lance pas, il ne lancera pas cette année, mais au bâton, il se démarque avec sa nouvelle équipe. On parle ici de 11 coups de circuit, une moyenne au bâton de 365, un OPS de 1,131, toutes ces catégories-là pour les premiers rangs de la Ligue. Je vais juste expliquer avant de te donner la parole sur Otani. Ce qui est un OPS pour les gens, c'est vraiment une statistique qu'on regarde de plus en plus dans le baseball majeur pour essayer de le décortiquer en français le plus clair possible. C'est une combinaison du pourcentage de joueurs de présence sur les buts avec son nombre total de buts par présence au bâton. Donc, la dernière catégorie, c'est oui, je me rends sur les buts, mais est-ce que je me rends au deuxième, au troisième, quatrième? Donc, tout ça est pris en compte. Donc, c'est une statistique importante, mais Otani les domine les trois, là, c'est assez formidable. Là. Oui, s'il continue comme ça, il pourrait même remporter la triple couronne. Donc, Ouais. c'est tellement impressionnant. Puis, pour revenir sur l'OPS, si on prend l'abréviation anglaise, c'est on base plus slugging. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. C'est justement la moyenne de présence plus la moyenne de puissance. Puis, d'avoir un OPS au-dessus de 1100, c'est vraiment extraordinaire. Oui, il ne lance pas.
mais présentement, son WAR, qui est une autre statistique importante, sa valeur en tant que joueur est à un niveau extraordinaire sans lancer. Donc, on peut s'imaginer s'il était sur la butte avec les Dodgers, ce qui peut amener cette équipe-là, c'est vraiment incroyable. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'est pas seul avec les Non, Dodgers. On a un non. alignement extraordinaire. On a Freddie Freeman, qui est un joueur de balle très complet, mais je parle surtout de Mookie Betts, euh, qu'on- qui connaît des très bonnes saisons année après année, Hum. mais cette saison, je pense qu'il a démarré très, très fort au Japon. Ça avait bien commencé pour lui. De son côté, c'est une moyenne au bâton de 349, OPS de 1,019. Donc, en fait, oui, on a Friedman, mais on a un one-two punch qui Mhm. est dévastateur avec Betts, qui est constamment sur les buts et qui brille quant à son jeu défensif aussi. Là. Oui, c'est beau de voir un joueur qui a une belle prestance au bâton, mais défensivement, il a un bras canon et il est dominant. Oui, puis c'est encore plus impressionnant du fait qu'il a changé de position cette année, a Ouais. été mis à l'arrêt-court, qui est une position névralgique au baseball. Puis souvent, ça va être l'inverse. Un joueur qui va vieillir en âge, on va le sortir de l'arrêt-court parce que, avec Moins l'âge, ça peut dynamique. devenir exactement, ça peut devenir plus difficile. Mais lui, c'est l'inverse. On avait un trou à l'arrêt-court et on est allé le placer là. Puis il fait le travail comme il fait le travail partout sur un terrain de baseball. Donc, ce que Mookie Betts fait en donnant le ton à cet alignement de frappeurs-là aussi. On commence cet alignement avec Mookie Betts et à chaque match, il donne le ton, puis les autres joueurs suivent avec Ohtani, Freeman, et etc. Cette constance-là, depuis le début de sa carrière, est vraiment impressionnante. Je reviens une seconde, Sébastien, sur Otani. Là, je suis Oui. curieux de savoir jusqu'où tu penses qu'il peut aller cette année. Combien de coups de circuit tu penses qu'il peut. On sait, là, c'est la fameuse statistique qui est la plus haute, si on veut, là, le Mhm. nombre de coups de circuit. Ce n'est pas ce qui rend le joueur le plus efficace non plus. Mais jusqu'où tu penses qu'il peut aller cette année s'il reste en santé, évidemment, là? Ben, comme tu le dis, c'est une statistique qui est spectaculaire, mais Otani, c'est pas seulement la puissance, hein. Il Mm. peut frapper à tous les champs, peut frapper dans des situations qui sont vraiment importantes. Mais au niveau des circuits, s'il continue, je crois pas qu'il batte le record d'Aaron Judge. C'était le record de la Ligue Ouais. américaine, mais quand même, de se rendre jusque-là, ça prendrait toute une saison. S'il demeure en santé, pourrait s'en approcher. Puis juste, de frapper une cinquantaine de circuits dans une saison, c'est déjà une statistique qui est extraordinaire. La seule clé, c'est justement de rester en santé, mais je pense que, étant donné qu'il est juste seulement frappeur de choix, ça risque d'arriver. Donc, ces bonnes prestations font un petit peu oublier le- La ce qui s'est saga? passé, ouais, la petite Ouais. tâche à son dossier avec son Ouais. interprète. Donc, Mhm. heureusement pour lui, il peut faire parler de lui pour les bonnes raisons. Mhm. Un troisième joueur à l'attaque, Sébastien, qui fait vraiment parler de lui pour les bonnes raisons. On avait hâte de voir ce qu'il allait faire avec les Yankees de New York. On parle ici de Juan Soto, qui avait connu des moments formidables avec les Nationals, les menant même à un titre. Euh, ça a un petit peu moins bien été avec les Padres. On avait beaucoup de joueurs vedettes. Je pense qu'on avait la difficulté à avoir un équilibre là-dedans. Mais quand même, là, avec les Yankees, depuis le début de l'année, c'est 8 coups de circuit, moyenne de 329, OPS de 0,996. Euh, il a lui-même sa deuxième meilleure moyenne en carrière actuellement. Donc, c'est un vent de renouveau là, pour Soto. Et je pense que c'est juste tout le monde qui en bénéficie parce que c'est un joueur très excitant à voir aller, là. Oui, c'est en plein ça. C'est un fit parfait à New York. Les partisans l'ont adopté dès le premier match, dès son arrivée dans le Bronx. Puis lui, il répond avec son bâton, répond aussi en défensive, a fait quelques jeux importants depuis le début de la saison. Puis il a complètement changé cet alignement de frappeurs-là. Tu sais, les Yankees, c'était souvent une équipe qui allait chercher la longue balle, mais Juan Soto va prendre le but sur balle, n'ira pas aller chercher des lancers qui sont à l'extérieur de la zone des prises. Donc, ça a changé un petit peu la mentalité des autres frappeurs dans l'alignement. Puis ça fait que les Yankees performent en début de saison. On se transpose de l'autre côté de la balle, là, au niveau des lanceurs. Deux lanceurs qui sont, euh, qui sont tout feu tout flamme depuis le début de la saison. Et l'amateur de baseball moyen va apprendre à découvrir le premier que je vais mentionner. Les partisans assidus doivent le connaître, mais je parle ici de Shota Imanaga.
qui évolue avec les Cubs. C'est un Japonais recru de 30 ans. Là, ça semble spécial d'entendre une recrue de 30 ans, mais on sait, les Japonais, il y en a plusieurs qui vont passer plusieurs saisons dans leur ligue pour finalement faire le saut dans le baseball majeur. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Mais lui, ça fonctionne, sa transition s'est très bien passée. Il a signé un contrat de 4 ans en janvier. Depuis, c'est 5 victoires, 0 défaites, seulement 5 buts sur balle. Une statistique importante pour les lanceurs, c'est le ERA, le ERA de 1,08. Donc, le ERA, Earn Run Average, donc c'est le nombre de points alloués en moyenne sur 9 manches. 1,08, c'est extraordinaire. Parle-nous un petit peu de ce Japonais un petit peu encore méconnu des amateurs moyens. Bien, on voit plus ça, des moyennes de points mérités à 1,08 dans le baseball d'aujourd'hui. Je ne dis pas que ça va se poursuivre tout au long Ouais, de la saison, c'est quasi impossible, mais quand même de faire ça après un mois d'activité déjà, c'est. Tu sais, les Cubs ne pouvaient pas s'attendre à ça en allant le chercher, en sachant que c'était un bon lanceur, mais à ce point-là, presque personne ne l'avait vu venir, à part peut-être mon collègue Félix chez Passion MLB qui nous le rappelle souvent qu'il OK, il il peut s'en l'avait vanter. prédit. Oui, c'est ça. Mais c'est juste un petit clin d'œil parce qu'il il s'attendait à ce qu'il soit excellent, mais pas à ce point-là. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, cette balle rapide qui déjoue les frappeurs adverses, c'est impressionnant à voir. Puis les Cubs, c'est ce qui leur permet, entre autres, tu sais, à tous les 5 départs, d'avoir un lanceur que tu dis, bon, ce match-là, on va le remporter parce qu'on a Imanaga sur la butte, mais ça change un petit peu la dynamique. Un autre qui est excellent depuis plusieurs années, lui, du côté des Phillies, c'est Zach Wheeler. Euh, je pense qu'il est comme le bon vin, là, il vieillit, il est de plus, on dirait qu'il est de meilleur en meilleur. ERA de 1,64, mais surtout 63 retraits sur des prises, là, c'est le meneur de la MLB. Les Phillies sont une équipe très bien nantie, là, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça part de la butte avec Zach Wheeler, qui est le meneur de cette rotation-là. Oui, il a de la pression, surtout avec Philadelphie, c'est un gros marché, mais il livre la marchandise. Oui, puis en plus, il vient de signer un gros contrat. Donc, des fois, il y a certains joueurs qui vont un petit peu s'asseoir sur leur contrat, mais c'est vraiment pas le cas pour Wheeler, là. Vraiment, il performe à la hauteur de son talent, à la hauteur de ce qu'on s'attend, ce qu'il donne aux Phillies. Puis là, présentement, comme tu l'as mentionné, les Phillies sont tout simplement en feu et ça part du monticule. On a une stabilité sur la butte. Puis cette stabilité-là pourrait nous amener très loin parce que si on rentre en séries éliminatoires puis qu'on a un Zach Wheeler suivi d'un Aaron Nola, qui revient à peu près aux 4 départs, mais on pourrait se rendre très loin. On passe maintenant à 5 joueurs qui font nettement mieux que ce qu'on aurait pu anticiper. Donc, des révélations, des joueurs qui sortent un petit peu de nulle part ou qui font un retour. Euh, donc, on commence avec Tyler O'Neill des Red Sox. Donc, lui, il a 28 ans. C'est sa première saison à Boston après 6 ans à Saint-Louis. Donc, il a un OPS de 1,023. Donc, il est dans les meneurs dans le baseball majeur. Il a de loin ses meilleurs stats en carrière. Euh, Son problème, c'est qu'il est constamment blessé. Sa Mhm. seule saison pleinement en santé, c'était en 2021 et il avait d'excellentes statistiques, pardon. Donc, ça va être ça pour lui. Les gens le connaissent un petit peu moins parce que justement, il passait beaucoup de temps à l'infirmerie sur la liste des blessés. Exact. Ça reste un joueur de grande qualité, là. Oui, puis il est en train de relancer un petit peu sa carrière, justement, s'il peut rester en santé. Sa carrière qui est un petit peu sur le déclin en raison des blessures. C'est un joueur qui a énormément de potentiel qu'on attendait à Saint-Louis. On voulait construire autour d'un Tyler O'Neill, mais ça ne s'est pas déroulé comme on l'espérait. Mais là, à Boston, un vent de fraîcheur, s'il peut rester en santé, avec une équipe qui surprend jusqu'à maintenant dans ce Ouais. début de saison-là. Mais on a quand même un bon esprit d'équipe qui semble ressortir de cette équipe-là. Donc, ça lui donne un second souffle, puis on ne sait pas jusqu'où il peut aller parce qu'il y a beaucoup de puissance qui sort du bâton de Tyler O'Neill. Comme tu as mentionné, on va lui souhaiter d'être en Mhm. santé. Les Red Sox en ont besoin. Le prochain frappeur, les gens le connaissent. Ce n'est pas nécessairement la vedette des Braves. Évidemment, quand on pense aux Braves, on pense pas nécessairement tout de suite à Marcel Ozuna, mais c'est un joueur qui, après quelques saisons un petit peu plus difficiles, est en train de retrouver ses repères. Là, quand même une belle année l'année passée. Cette année, il continue sur sa lancée, là, au PS de .983. Donc,
c'est quand même un vétéran qui donne de la bonne balle aux Braves, qui supporte bien les as de cette équipe-là. Là. Oui, c'est une révélation dans le sens que les années passées avaient été plus difficiles, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Il y a Ouais. eu des allégations de violence conjugale. Donc, il revient quand même de loin, puis de pouvoir faire le travail qu'il fait cette saison, pouvoir mettre les chiffres qu'il met au tableau jusqu'à maintenant, on ne l'attendait pas, ça non plus. On sait le talent du joueur, on le connaît, on sait ce qu'il peut nous donner, mais après tout ce qu'il a vécu, on n'était pas sûr qu'il pouvait le faire. Puis présentement, bien, c'est pas les Ronald Acuna Jr., les Austin Riley, les Matt Olson qui traînent les Braves C'est lui. présentement, Hein. qui leur permet de se coller aux Phillies. C'est surtout Marcel Ozuna. On va maintenant passer à 3 lanceurs. Et là, petit message disons, aux directeurs généraux d'équipes de fantasy. Si jamais ces joueurs ne sont pas pris dans vos fantasy baseball, sautez dessus. Ça m'étonnerait qu'ils soient disponibles, mais ce sont des joueurs un petit peu moins connus des amateurs de baseball. On commence ici avec Ranger Suarez des Phillies, 28 ans, 7e saison dans la MLB. Il a eu beaucoup de difficultés dans sa carrière à être constant. Mais là, depuis le début de la saison, c'est le cas. Il a 6 victoires, aucune défaite, un ERA de 1,72, 6 buts sur balle. Il a le meilleur whip de la MLB. On va expliquer le whip, ce que c'est. C'est le ratio de walk. Donc, un walk, c'est un frappeur qui se dirige au premier but. Que ce soit par un trop grand nombre de balles ou parce qu'il a été touché ou diverses raisons. Et le ratio de walk et de coup sûr par manche lancée. Donc, Suarez, il a le meilleur de la MLB à 0,72 et il supporte bien justement un Zach Wheeler depuis le début de la saison. Oui, ben, c'est ça, il ne met pas de coureur sur les sentiers. Donc, c'est ce qui lui permet de ne pas donner de points puis d'avoir des bonnes performances. Il retire lui-même les frappeurs ou le fait par sa défensive, est capable de faire frapper des roulants aux frappeurs adverses. Donc, il fait de l'excellent travail jusqu'à maintenant. Puis, on a besoin de ce genre de lanceur-là. Puis, on sait que ce lanceur avait du potentiel. Puis comme tu l'as mentionné, il fallait qu'il le fasse sur une longue période de temps. Là, jusqu'à maintenant, ça va bien, mais devra le faire jusqu'à la fin de la saison. Un autre membre des Red Sox, cette fois, un autre lanceur, il s'agit de Cutter Crawford, lui aussi 28 ans, sa 4e saison dans la MLB, jamais eu des grosses statistiques, quand même un ERA maintenant de 1,75. Il faut qu'il fasse attention un petit peu au niveau de ses buts sur balle, mais lui aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les Red Sox vont bien. Là. Oui, puis on n'attendait pas Carter Crawford aussitôt, si je pourrais dire, parce que la rotation, on s'attendait à ce que ça soit une lacune chez les Red Sox. Mais pour le moment, ça va très bien. On a une des meilleures moyennes de points mérités dans tout le baseball majeur. Et Carter Crawford en fait partie, fait de l'excellent travail et est bien entouré de d'autres vétérans dans ce corps de lanceurs-là. Donc, ça va bien jusqu'à maintenant. Jordan Hicks, lanceur des Giants de San Francisco, 27 ans, 6e saison dans la MLB, mais la première en Californie à San Francisco. Et là, les amateurs des Jays vont se gratter la tête. Jordan Hicks, ça me dit quelque chose. Bien oui, l'année passée, il a passé du temps avec l'équipe. Ben, ses meilleurs moments, il les a maintenant. C'est un ERA de 1,89. Même si avec les Giants, ça ne va pas extrêmement bien. Il a perdu quand même quelques victoires qu'il aurait pu aller à sa fiche, qui a été perdu et qui a été perdu par d'autres lanceurs, par la relève. C'est un joueur qui connaît un breakout season, si on veut. Là. Oui, puis c'est une révélation aussi dans le sens qu'il a passé d'un rôle de releveur à un rôle de Ouais. partant. C'est vraiment pas toujours évident, mais lui, il le fait très bien jusqu'à maintenant. On savait ce qu'il pouvait donner comme releveur en donnant une manche et demie, mais là, de le faire comme partant au même niveau ou sinon mieux jusqu'à maintenant, c'est impressionnant. Puis oui, pour les Jays qui ont des problèmes en relève, qui manquent un petit peu de profondeur dans la rotation partante. Ça aurait été bien qu'il demeure à Toronto, mais on ne pouvait pas garder tous les joueurs non plus. Ouais. J'ai rajouté trois joueurs, Sébastien, qui sont des révélations, selon moi, quant à leur âge. Donc, ce sont des jeunes joueurs qui connaissent un excellent début de saison. Je commence avec Riley Green des Tigers de Mhm. Détroit.
23 ans, on l'attendait quand même depuis quelques années, mais c'est finalement cette année, à sa troisième saison, qui démontre ses meilleurs moments. 9 circuits OPS de .920, là, bon, pour le 16e meilleur rang dans la MLB. C'est lui là, le fer de lance des Tigers depuis le début de l'année, là. Oui, puis c'est lui qui donne le ton dans le haut de l'alignement, a débuté certains matchs avec des circuits. Donc, tu commences le match avec les devants, puis la rencontre se déroule d'une autre façon que si tu tires de l'arrière. Donc, vraiment, c'est comme tu l'as mentionné, que c'est lui qui tire l'équipe. Ça a été un petit peu plus difficile dans la dernière série, entre autres contre les Yankees, mais c'est quand même un des meilleurs frappeurs de l'équipe. CJ Abrams, maintenant des Nationals, qui est dans une position extrêmement importante. Et à 23 ans, pour jouer à l'arrêt court, euh, dans une équipe qui se rebâtit, je pense qu'on a quand même quelque chose d'intéressant à cette position-là, là, un OPS de .888. Donc, pour la charge de travail qu'il a, il accomplit quand même du très bon travail, là. Ouais, puis on misait sur un CJ Abrams. On est allé le chercher. On voulait construire autour de lui. Le frappe déjà au deuxième rang à plusieurs reprises de l'alignement. Donc, tu sais, vraiment tout va tourner autour d'un CJ Abrams. Puis s'il performe à la hauteur de son talent comme il le fait présentement, mais là, la reconstruction va s'accélérer. Je conclus cette section avec un lanceur que je suis particulièrement content d'être allé chercher dans mon pool, justement. Je parle de Jared Jones des Pirates de Pittsburgh, lanceur recru, 22 ans. Ça a quand même été un haut choix au repêchage deuxième ronde, si je ne me trompe pas. Il a un whip de 0,78, bon pour le troisième rang dans la MLB, un ERA de 2,63, donc il perce le top 20 avec ces statistiques-là. C'est celui qui est en train de garder, qui permet aux Pirates de garder la tête hors de l'eau, mais aussi qui leur donne une belle projection vers l'avenir. Si jamais les Pirates sont capables de gagner, garder leurs joueurs clés en Jones, en O'Neill Cruz, entre autres. Mais c'est beau de voir un aussi jeune lanceur faire aussi bien. Oui, il n'y a pas nécessairement autant de victoires qu'un Imanaga, mais quand même, ça se passe très bien pour lui depuis le début de l'année. Oui, exactement. Puis on en a quelques jeunes dans cette équipe-là que si on peut garder à long terme, on a Paul Skeens qui va faire ses débuts dans le baseball majeur, un Jared Jones qui a une balle à effet extraordinaire. On l'a vu déculotter des frappeurs adverses. Donc, on a des bons jeunes, mais on le sait, à Pittsburgh, le problème, c'est de les garder à long terme. Mais au moins, pour les prochaines années, ils sont sous contrôle de l'équipe. Donc, on va pouvoir construire autour de ce corps de lanceur-là. Passons maintenant d'un côté un petit peu moins positif. 5 joueurs vedettes qui connaissent des débuts de saison très décevants. Vous allez le voir quant à leurs statistiques, ce n'est pas ce qu'on est habitué d'avoir de ces joueurs-là. On commence avec Alex Bregman des Astros, et là, certains s'en réjouiront. Plusieurs sont tannés des succès des Astros. Ben là, c'est moins le cas cette année. Un OPS de .535 de loin, c'est pire statistique en carrière. Un seul coup de circuit. Qu'est-ce qui se passe selon toi avec Alex Bregman? Bien, il est encore tôt, ça c'est une des choses. J'ai vraiment l'impression qu'il va se replacer au cours de la saison, mais là, ça va vraiment pas bien. Puis ça pourrait même lui coûter plusieurs millions de dollars parce que c'est sa dernière année de Ouais. contrat. On s'attendait à ce qu'il signe un énorme contrat au terme de la saison. Mais là, si ça se poursuit, c'est déboire, mais là, ça va être plus difficile d'aller signer avec une équipe pour Le un timing gros n'est pas montant bon pour d'argent. lui. Non, c'est ça, le timing est vraiment pas bon. Mais je suis pas vraiment inquiet pour Alex Bregman. Puis, tu sais, dans le contexte des Astros qui performent vraiment pas, c'est pas le seul dans l'équipe que ça va pas bien, mais on dirait qu'il y a comme tu sais, un mauvais esprit qui s'installe dans l'équipe. Fait que si on est capable de renverser la vapeur, bien peut-être que ça va changer pour Bregman. 2 joueurs pour qui je suis un petit peu plus inquiet, ce sont supposés être les 2 joyaux des Blue Jays. Et on parlera de l'équipe en entier un petit peu plus tard, mais on parle ici de Vladimir Guerrero Jr. et de Bo Bichette. Dans le cas de Guerrero, ses statistiques ne sont pas catastrophiques, mais on ne sent pas qu'il a le même aplomb que dans ses meilleurs moments avec l'équipe. Il revient quand même de négociations houleuses durant l'entre-saison avec les dirigeants. Du côté de Béchette, c'est seulement un coup de circuit, un OPS de 0.511, une moyenne de 1.88. Donc, Béchette est loin d'être le frappeur redoutable et fiable qu'on connaît.
Non, il est même rendu au sixième rang du rôle offensif cet après-midi. C'était une première en plusieurs années pour Bichette d'être descendu aussi bas dans l'alignement. Non, ça va pas très bien. Bichette est un joueur qui, normalement, se rend sur les sentiers. Là, le fait pas. Est-ce que c'est le fait qu'il frappait souvent au troisième rang derrière Vladimir au lieu de l'inverse, et qui a changé un petit peu son approche au bâton? Peut-être. C'est sûr que ça en fait partie, mais c'est pas seulement ça. Même chose pour Vladimir, frappe pas à son rang habituel. Mais là, ces deux joueurs-là devront se réveiller si les Blue Jays veulent avoir une chance de au moins participer aux séries éliminatoires. Du côté des Rays de Tampa Bay, on avait besoin, on a eu beaucoup de blessures à la position de lanceur. On a eu des départs. Ben, on avait besoin d'un bon début de saison de notre joueur de champ Randy Arozarena. Mais ce n'est pas le cas du tout. C'est une moyenne de 0,152, un OPS de 0,564. Il frappe tout simplement pas avec aplomb. Oui, il y a des coups de circuit, mais ça, en moyenne, ne frappe pas avec puissance. Ce qui explique pas mal les déboires des Rays. Là. Oui, exactement. Les Rays ont un club qui est axé sur le monticule. On a d'excellents lanceurs qui, malheureusement, sont blessés pour beaucoup d'entre eux. Donc, on a besoin d'un Randy Arozarena à son meilleur, mais là, ce n'est pas le cas depuis le début de l'année. Frappe encore dans le haut de l'alignement, mais réussit pas à mettre la balle en jeu dans des moments importants. Il a eu plusieurs chances de faire marquer ses coéquipiers, mais souvent, quand vient le moment de le faire, bien, il est retiré au bâton ou va frapper un haut ballon. Donc, on dirait que son timing n'est pas encore arrivé Mm. cette saison. Finalement, pour moi, la plus grosse déception depuis le début de l'année, c'est lui. J'avais quand même, beaucoup de gens avaient des très, très hautes attentes envers Corbin Carroll des Diamondbacks de l'Arizona. Très bonne saison l'an passé. On pensait qu'il allait être en progression. Mais non, quand même un gros pas vers l'arrière. OPS de 0,578, moyenne au bâton de 0,211. Écoute, on parlera un petit peu des D-backs un petit peu plus tard, mais il n'est pas le seul qui a des moments difficiles avec l'équipe, mais lui, en tant que meneur de ce formation offensive-là, il doit être plus constant et être plus solide que ça. Là. Oui, c'est sûr que c'est lui qu'il faut qu'il mène le bal. Et pas seul dans cette équipe-là, comme tu l'as mentionné, mais il faut que ça vienne de ces joueurs-là dans lesquels on a mis un peu tous nos œufs dans le même panier, si je peux m'exprimer ici, dans le sens qu'on a construit cette équipe-là autour de ces joueurs-là et Carroll en fait partie. Mais il ne faut pas oublier que Corbin Carroll est encore très jeune, puis que la saison est très jeune aussi. Donc, il y a bien des choses qui peuvent changer d'ici là. On va surveiller justement ces joueurs vedettes qui connaissent des moments difficiles, mais qui ont tout ce qu'il faut pour euh, repartir leur saison du bon pied. Passons maintenant aux formations. On va faire un top 5 des équipes qui se sont démarquées, 5 équipes qui ont déçu. Donc, les meilleures équipes depuis le début de l'année et ceux qui sont à surveiller pour le restant de la saison. On commence avec les Dodgers, fiche de 25-13, deuxième meilleure fiche de la MLB. Quand même une belle avance là, en tête de l'Ouest de la nationale, mais ils sont premiers dans la ligue pour le différentiel par beaucoup. Là, en plus, là, on est à plus 72. Je n'ai pas la fiche des deuxièmes, mais c'est pratiquement 25-30 points, 25-30 de différentiel d'avance. Donc, autant à la position de lanceur que avec Glasnow qui fait très, très bien. On va avoir Walker Buehler qui vient de revenir. On a tous les éléments en place des Dodgers pour avoir une excellente saison. Oui, les Dodgers sont exactement là où on les attendait et ça, malgré un quand même lent début de saison. Ouais. C'est pas que ça allait très mal, mais on s'attendait à plus des Dodgers. Peut-être à Mais cause là, du voyage aussi au aussi, c'est Japon. sûr que ça l'a pas aidé, ça c'est sûr et certain. Mais là, dans les deux dernières semaines, c'est extraordinaire ce que les Dodgers font. Puis c'est clairement la meilleure attaque du baseball majeur. Puis ça, je pense pas que ça va changer durant la saison. Si au monticule, ça peut tenir, puis que les lanceurs restent en santé, bien, on a une équipe qui va être très, très difficile à battre. Tu viens de dire probablement l'une des meilleures attaques. Ben, peut-être que l'équipe la plus équilibrée, ce sont les Phillies de Philadelphie avec une fiche de 26-11, la meilleure fiche des majeurs. Dans les 10 derniers matchs, on est absolument imbattable là, avec une fiche de 9-1.
On a des bons lanceurs. On a quand même une formation de frappeurs équilibrée. On est bon en défensive. Euh, Bonne relève aussi. Donc, quand même, les Phillies, on coche pas mal toutes les cases là, pour être dangereux cette année. Oui, puis on peut ajouter l'expérience aussi. On Ouais. est passé dans les dernières années par toute la gamme des émotions, par des situations plus difficiles, des débuts de saison atroces. On est revenu. Donc, on a vraiment tout dans cette équipe-là. Cet après-midi, on a perdu contre les Blue Jays, mais si je ne me trompe pas, avant cette rencontre-là, on était 17-18. Donc, on est complètement en feu à Philadelphie. Puis ça va être toute une course avec les Braves d'Atlanta jusqu'à la fin de la saison. Du côté des, justement, j'allais faire la transition avec l'équipe qui les talonne. C'est quand même très serré. Justement, mes statistiques d'aujourd'hui ne comptent malheureusement pas les matchs du mercredi 8 mai. Donc, mes statistiques étaient de la veille. Donc, parfois, il peut y avoir un match, une victoire, une défaite de différence. Du côté des Braves, ben, on était deuxième dans l'Est. Là, on talonne les Phillies fiche de 21-12 là, avant la journée d'aujourd'hui. C'est surtout la question dans leur cas. On a parlé tantôt de leur puissance de frappe, entre autres avec Ozuna, mais est-ce qu'on va être capable de se remettre de la perte de notre as lanceur, Spencer Strider, qui a été extraordinaire l'année passée? C'est vraiment là la question là, pour moi. Là. Oui, exactement. Parce qu'un Spencer Strider, avec l'attaque qu'on a, c'est pratiquement une victoire à tous les 5 jours. Et là, on enlève cette victoire-là. Puis ça commence à paraître. Hein. Oui, les Phillies sont en feu, mais les Braves tirent un petit peu de la patte dernièrement. On n'est pas dans le trouble, loin de là. Mais ce n'est pas les Braves de l'année passée, des années précédentes. Je pense que ça faisait 1 an que les Braves étaient en tête de la division. Maintenant, c'est plus le cas, c'est les Phillies qui sont là. On a encore, à Atlanta, autant qu'à Philadelphie, on a l'expérience pour revenir, mais ça va être toute une lutte, comme je le mentionnais. Puis c'est très difficile de départager ces deux équipes-là, surtout en considérant la blessure de Strider. Je pense que c'est vraiment évident que ce sont les trois équipes de tête dans la nationale. On se transpose maintenant dans l'américaine. Deux équipes qui vont se battre pour la tête dans l'Est, les Orioles et les Yankees. Les Orioles, 23-12, en fait, on est à égalité en tête. Là. Les Yankees ont plus de matchs joués. De leur côté, 24-13. Mais les Orioles, c'est un beau mélange de beaucoup de jeunes joueurs. Là. On les a vus l'année passée être en, en progression constante. Ça continue cette année. Euh, Très belle équipe à voir aller les Orioles. Et ça va aller en s'améliorant avec un Jackson Holiday qui va prendre plus de place et les autres, Gunnar Anderson et autres, qui sont vraiment excellents. Ouais, on a pris un autre step cette année. On les Mm. voyait progresser, comme tu l'as dit, mais cette année, c'est encore plus impressionnant. Il n'y a pas vraiment de trou dans cet alignement Non. offensif-là. De 1 à 9, pour les lanceurs adverses, c'est très difficile. On n'a pas de pause. Il n'y a pas des frappeurs qui sont faciles à retirer. Seul bémol à Baltimore, c'est la relève. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on va adresser cette lacune-là d'ici la date limite des transactions. On a un propriétaire qui veut dépenser, qui veut mettre de l'argent, contrairement aux années précédentes. Donc, on va avoir une belle équipe pour plusieurs années. C'est là que la perte de Félix Bautista a fait Mhm. mal. Dans l'immédiat, Ouais. tu viens de mentionner, Kimbrel fait quand même le travail, mais ce n'est pas la solution qu'on voudrait avoir pour se rendre en série et loin. Et justement, euh, affronter une attaque aussi puissante que celle des Yankees. On a parlé de Juan Soto. Et ce qui est formidable, c'est que les Yankees réussissent à faire aussi bien. On a la troisième meilleure fiche de la MLB pour les points contre, et ça, c'est sans Gary Cole, un des meilleurs lanceurs des majeurs. C'est quand même formidable ce qu'ils accomplissent. Là. Oui, il faut rendre crédit à cette rotation, aux autres lanceurs qui ont pris un peu le relais de Garrett Cole jusqu'à son retour, mais surtout l'enclos de relève, qui est pour moi le meilleur enclos de tout le baseball majeur, qui Ouais. font un travail extraordinaire. Soir après soir, on leur en demande. Souvent, les partants vont être sortis après 5 ou 6 manches. On leur demande 3 ou 4 manches et chaque soir, ils répondent présent. Puis on a une attaque qui a eu une petite baisse de régime justement contre les Orioles, mais qui, depuis une semaine, marche à plein régime. On passe maintenant à ces équipes décevantes en qui on avait plus d'attentes, mais euh,
qui ont un mauvais début de saison. On commence avec les Blue Jays de Toronto, pas le choix d'en parler, équipe polarisante, si c'en est une, surtout ici au Canada. Là, une victoire aujourd'hui, là, on est à 17-20. On est quand même dernier dans la division. Les séries semblent pratiquement une utopie déjà, là, même si on est quand même très tôt. On a l'une des pires relèves du baseball. Une mauvaise séquence dans les 10 derniers matchs. Et j'ai emprunté un ton qu'on est capable quand même de dissocier qu'on est capable de discerner, pardon, sur les articles de Passion MLB que j'apprécie grandement. Disons, l'état d'esprit et la franchise envers la direction des Blue Jays. On a un gérant qui empile les erreurs et on a un directeur général en Ross Atkins qui ne fait rien du tout. Donc, j'apprécie vraiment vos articles sur les Blue Jays dernièrement, mais c'est vrai, cette équipe-là, depuis quelques mois, c'est une autodestruction. C'est triste à voir aller parce qu'on avait on avait tout sous la main pour que ça fonctionne, mais la non-action de notre directeur général en termes d'amélioration et probablement de la gestion du gérant qui, John Schneider, aurait probablement dû être envoyé l'année passée. Ça coûte cher, là. Ouais, tu sais, dans nos articles, on a comme pas le choix de mettre le constat de ce qu'on voit depuis Mettez un an pas à des gants Toronto. blancs, puis c'est parfait, là. Non, c'est juste que c'est pas comme si les Jays n'avaient pas eu la chance justement Ça, d'améliorer cette formation-là. absolument. On savait qu'elle avait des lacunes après la dernière saison. Ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson en séries éliminatoires. On savait qu'il y avait des choses à changer, mais on ne l'a pas fait en s'attendant à un résultat différent. Puis on voit que c'est le même résultat, sinon pire. Offensivement, c'est très, très difficile. Puis en relève, bien, on a tellement de trous que on ne peut pas demander au même releveur de donner 2 ou 3 manches et là, on se retrouve dans le trouble. Donc, le blâme revient certainement à l'état-major et aussi à John Schneider qui aide pas avec certaines décisions. Je vais rester un petit peu plus longtemps sur les Jays, mais est-ce que tu vois John Schneider continuer à diriger cette équipe-là à court terme? Est-ce que la solution pour redresser cette équipe-là, c'est de passer par là ou le problème semble plus profond? On a des joueurs qui sous-performent. On a parlé de Bichette, de Guerrero, mais aussi nos releveurs. Jordan Romano n'a pas le même aplomb que dans les années passées. Là, on a des partants qui essaient de faire le travail. Bassett est pas mauvais depuis le début de l'année. Là. Grossman semble retrouver ses repères. On a Kikuchi, Berrios qui aident l'équipe à garder la tête hors de l'eau. Mais par où ça passe selon toi pour essayer de redresser la situation, là? Ben, il y a plusieurs choses. Pour moi, John Schneider n'est pas la solution, même que je pensais que s'il perdait le match de mercredi, probablement que ça aurait été le champ du signe parce qu'on avait une journée de congé le lendemain. Puis souvent, OK, ce genre ouais. de choses-là arrivent durant une journée de congé. Puis il aurait fallu changer quelque chose. Là, il a peut-être acheté du temps avec cette victoire-là, mais ça reste que John Schneider n'est pas la solution, mais c'est pas non plus le seul à blâmer. Comme on l'a dit, il y a bien sûr Ross Atkins qui lui a presque rien mis entre les Mm, mains. Puis il y a les joueurs aussi qui doivent se regarder dans le miroir. Vladimir Guerrero, Beau absolument. Bichette, George Springer, qui est supposé être le leader de cette équipe-là, qui ne fait pas le travail. Puis certains releveurs aussi. Eric Sonson, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il y a des choses, des événements qui se sont passés dans sa vie qui l'affectent? Peut-être. Mais quand même, on devra performer au niveau où est-ce qu'on est supposé le faire un jour ou l'autre. Et rare point positif, un des mal-aimés l'an passé, Dalton Varsho, Mhm. semble finalement retrouver ses repères. Là, il l'a monté justement dans cet alignement des frappeurs. Une Donc ça, au chance. moins, c'est positif. Quelques brios défensifs aussi, là, Oui, oui. donc fait du bon travail. On passe maintenant aux Astros de Houston. Là, de leur côté, c'est une fiche de 12-23. On est à 8 matchs de la tête. 181 points alloués. C'est sûr que les blessures de Verlander et de Valdez ont fait mal, mais on semble loin de la dynastie qui a été si souvent en série mondiale. Est-ce que selon toi, c'est la fin des Astros, là?
Premièrement, personne ne va pleurer, mais c'est sûr que ça va être difficile de remonter la pente pour cette année. Puis pour les années suivantes, on va perdre des joueurs. Alex Bregman ne reviendra pas à Houston, on en est presque sûr. Donc, probablement que ça va être difficile de revenir au standard qu'on avait établi dans les dernières années pour plusieurs raisons. C'est sûr et certain que les blessures en font partie, mais il y a là aussi des joueurs qui sous-performent. On a Osé Brio qui a été envoyé au complexe d'entraînement parce que c'était le pire frappeur de tout le baseball majeur. On a d'autres joueurs aussi. Tu sais, Jordan Alvarez, c'est pas catastrophique, mais c'est pas le Non. Jordan Alvarez des années passées non plus. Donc, on a plusieurs situations à Houston. Une équipe qui déçoit particulièrement et peut-être que euh, c'est pas la première équipe qui se rend loin en série. Donc, on parle ici des Diamondbacks, présence en série mondiale, une défaite, le after, disons que le lendemain de veille est particulièrement difficile. Ben, c'est les cas, là. On n'a pas une fiche catastrophique, mais on est quand même à 4 matchs de la barre des 500. On a plusieurs joueurs qui déçoivent. On parlait de Corbin Carroll tout à l'heure. On a des blessures à la position de lanceur. Euh, on est seulement à 2,5 matchs d'une place dans les wild cards, mais tout le monde va devoir être un petit peu meilleur parce que cette formation-là devrait être des séries éliminatoires. Oui, on se disait une jeune formation qui sera en série mondiale aussi rapidement, elle va juste progresser. Puis en plus, on a fait des acquisitions, donc on se disait cette équipe-là n'est pas au niveau des Dodgers, mais quand même, elle va se rendre en série, puis elle pourrait causer une surprise encore une fois à l'automne. Mais là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais comme on l'a souvent dit durant le podcast, c'est encore tôt. Donc Ouais. cette équipe-là peut faire tourner le vent de côté. La prochaine équipe, Sébastien, quand même surpris de l'avoir dans ta liste des équipes décevantes. On parle ici des Cards de Saint-Louis. Probablement parce ils sont dans une division plus faible que peut-être qu'on s'attendait à une meilleure prestation. Mais il y avait quand même beaucoup de trous dans leur alignement. On a une fiche de 15-21, mais c'est l'écart, hein. On est quand même à 6,5 matchs de la tête. Donc, on est dans les bas-fonds de cette division. Qui est quand même intéressante, là, celle de la centrale, mais c'est loin d'être la plus forte. Mais du côté des Cards, une équipe qui semble vieillissante et probablement qu'on va devoir se rediriger vers une petite reconstruction, là. Oui, mais je m'attendais à plus des Cards malgré le fait que OK. oui, on est vieillissant. Puis on avait eu une mauvaise saison l'an dernier. Puis dans les standards des Cards de Saint-Louis, habituellement, tu sais, on n'aura pas 2 saisons Non, difficiles. ça n'arrive pas. Non, habituellement, ça n'arrive pas, mais pour le moment, c'est le cas. Je pensais qu'un Nolan Arenado allait se lever, allait traîner cette équipe-là. Encore une fois, c'est pas le cas. Puis c'est aussi la façon qu'on perd les matchs. C'est pas vraiment chic jusqu'à maintenant. On échappe des matchs en fin de rencontre. Tu sais, des fois, on n'est même pas dans le match. Certaines décisions d'Oliver Marmol aussi qui font mal. Donc, ça va pas très bien à Saint-Louis. Finalement, les Giants de San Francisco, euh, quand même surprenant qu'on soit autant sous la fiche, la barre des 500, là, une fiche de 16-20. On a fait quand même quelques ajouts intéressants, là. C'est Matt Chapman qui souvent va être un joueur qui est en dents de scie. Blake Snell qui revient d'une saison extraordinaire. On est à quand même, 3 matchs d'une place sur les wildcards. Donc, tout n'est pas joué dans leur cas. Il va falloir quand même un bon coup de barque pour redresser le navire parce que c'est quand même décevant à San Francisco, là. Ouais, on s'attendait à plus, considérant les acquisitions qu'on a Ouais. fait. Mais c'est sûr que c'est pas une division qui est facile. Il faut le noter. C'est pas facile de jouer dans l'ouest de la nationale, à l'exception des Rockies. Mais quand même, il va falloir se lever à San Francisco parce qu'on voulait gagner. Nettement, l'état-major a fait des acquisitions dans le but de pouvoir se rendre au moins en séries éliminatoires. Présentement, on n'y est pas. Puis on a des joueurs qui font pas le travail. Tu as mentionné Matt Chapman. Matt Chapman, encore une fois, un bon début de saison. Là, Ouais, c'est plus c'est difficile. souvent ça. Puis, normalement, Matt Chapman est excellent défensivement. Il compense par son jeu défensif. Mais cette année, c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Donc, ça ne va pas très bien au troisième coussin. Donc, il y a des joueurs, encore une fois, qui vont devoir se lever, comme dans les autres formations qu'on a mentionnées, qui vont moins bien.
Voilà qui fait un tour d'horizon des activités du baseball majeur quand même depuis le début de la saison. On vous a parlé de certains joueurs qui sont les figures de proue de la MLB. D'autres jeunes sensations en devenir. Là, on n'a pas parlé quand même des jeunes joueurs plus populaires à la Eli de la Cruz ou Julio Rodriguez, mais on a beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs intéressants. On voulait vous faire découvrir quand même certains joueurs qui sortent des brumes et qui sont vraiment intéressants à suivre pour le restant de la saison et les équipes qu'on devrait voir être les plus dangereuses en série. Mais on garde quand même un œil attentif sur les Blue Jays toujours qui, euh, qui éveillent les passions. Là, c'est sûr, à défaut d'avoir une équipe au Québec, plusieurs vont mettre leur attention et leur amour sur les Blue Jays. Euh, c'est dommage parce qu'on a fait des rénovations extraordinaires au stade de Bâle. Donc, on encourage quand même les gens à aller voir du baseball s'ils ont la chance. Mais c'est sûr que le produit sur le terrain est un petit peu décevant. Pour conclure, Sébastien, j'aimerais que tu me fasses part de peut-être certaines attentes pour le restant de la saison. Si tu penses que ça va aller dans une direction, s'il y a des équipes qui vont vraiment s'éloigner des autres ou si on risque d'avoir une course quand même serrée. En vue des séries éliminatoires, là, qu'est-ce que tu t'attends? On est quand même juste le 8 mai, donc la majeure partie de la saison. C'est long, une saison de 162 matchs. On en a juste une poignée de jouer. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer, mais j'aimerais avoir quand même quelques prévisions à moyen long terme, là, si on veut. Ben, c'est sûr que parmi les joueurs, les équipes qu'on a mentionnées, il y en a qui vont continuer sur leur lancée, puis il y en a d'autres que ça va changer drastiquement. Donc, c'est vraiment très difficile à prédire, mais il y a quand même des tendances qui se dessinent. On a parlé des Dodgers. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va déloger les Dodgers dans la nationale. Rendu en séries éliminatoires, c'est une autre chose. Tout peut se passer. Ouais. Il y a des équipes qui peuvent sortir de nulle part. Tu sais, souvent, on a vu des équipes wildcard remporter ou se rendre en série mondiale. Donc, ça pourrait être le cas encore cette année. Puis dans l'américaine, bien, tu sais, on a parlé des Yankees et des Orioles. Présentement, c'est les deux formations qui sortent du lot. Mais il ne faut pas oublier non plus des formations comme les Rangers du Les Rangers, Texas exact. qui ont remporté la Série mondiale. Tu as parlé de lendemain de veille tantôt pour les Diamondbacks. C'est peut-être un peu la même chose au Texas. Donc, ça va prendre un petit peu de temps avant de se mettre en marche. Mais une fois qu'on va être en marche, on a une équipe qui peut répéter ses exploits. On surveille aussi les prestations de nos Québécois, hein. On a vu Otto Lopez avoir certains succès récemment. Toujours Édouard Julien avec le Minnesota et Abraham Taureau Qui va bien. qui va bien Abraham avec, Taureau qui avec va les bien. Ouais. A's. Donc, ça a été disons, un déménagement salutaire pour lui de se Ouais. retrouver avec les Aces. Là. La majeure partie des joueurs sont heureux de quitter Oakland, mais lui, il était Ouais. heureux d'y arriver. Sébastien, je te remercie énormément pour ta participation. J'invite encore une fois les gens à te lire sur Passion MLB, mais surtout à t'écouter à chaque semaine avec le podcast de Passion MLB. Vraiment, vraiment très intéressant, du contenu de qualité hebdomadaire. Donc, c'est le rendez-vous pour les amateurs de baseball jusqu'à la fin de l'année. Et si tu le veux bien, on s'en parlera à l'approche des séries éliminatoires pour se préparer pour la saison qui est la plus intéressante en octobre. Donc, on a toujours très, très, très hâte en tant qu'amateur, mais du très beau baseball qu'on va pouvoir se mettre sous la dent cet été. Donc, un gros merci encore une fois pour ta participation au temps de rêve. Ben, merci à toi pour l'invitation. Je vous dis un gros merci à tous les auditeurs d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.